Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est lundi aujourd'hui. I'm back. Je suis revenu, bande de chevreuils. Je suis là, je vais vous casser la tête. Votre tête va fumer. Pas aujourd'hui, mais durant la semaine. Mais ça commence aujourd'hui, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous. Je suis revenu des vacances, tout va bien, tout est carré de mon côté. J'espère que tout est carré de votre côté. J'espère que la famille va bien, j'espère que vos enfants vont bien, j'espère que votre femme va bien. J'espère que la santé va bien, j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Je salue tous mes capitaines, mes administrateurs et bien sûr l'ours, le grizzly. Bientôt l'épisode 3, on n'a pas la date encore, mais ça sera pour très bientôt. Donc, je salue je salue tous les gens qui prennent le temps à visionner mes vidéos, les gens qui like mes vidéos, les gens qui subscribent à ma chaîne YouTube et aussi les gens qui me réclament pendant toute cette semaine sur les commentaires YouTube et tout le monde. Vraiment, je suis vraiment désolé les gars de vous faire attendre, mais je suis en train de vivre ma vie. Rester jour et nuit devant mes écrans à faire des vidéos pour faire plaisir à une panoplie de personnes. Oui, ça me fait plaisir et c'est pour ça que j'ai créé tout ça. Mais en même temps, j'ai une vie. Depuis très longtemps, je me sacrifie. Depuis très longtemps, je suis dans mon coin entouré de 4 murs au Canada. Maintenant, depuis que j'ai quitté le Canada, je vis la vie comme je veux et je suis très content et je suis heureux. Donc, j'essaye de faire les deux. Voilà, c'est 50-50. Moi, je suis content de mon côté. Et bien sûr, quand je finis mes affaires, je reviens à vous pour vous donner le contenu qu'il faut. Ok, la famille? Donc, j'espère que vous comprenez. C'est pas ma carrière, faire YouTube et tout. Je compte pas rester YouTuber pour toute ma vie. Je suis venu dans un moment important. J'ai aidé beaucoup de personnes à garder leur bac XRP et ajouter d'autres investissements. Mais bien sûr, mes jours sont comptés. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à gérer et j'ai envie de créer d'autres challenges dans la vie réelle comme l'immobilier, etc., etc. Donc, je serai de moins en moins sur l'Internet et c'est comme ça, c'est la vie, pas le choix. Mais je serai toujours présent, mais de moins en moins. OK? Donc voilà, vous êtes avertis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste parler de Decent Wallet. Decent Wallet, je sais pas pourquoi j'oublie toujours à le mettre en premier, mais bon, pas grave. Donc, Decent Wallet, la famille, vous le savez, vous connaissez la cassette, vous connaissez la musique. Je suis affilié avec Decent Wallet. Decent Wallet, c'est un wallet, c'est un biometric wallet. Vous le voyez bien, Lord Vendetta XRP, je suis affilié avec eux. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, si tu comptes investir dans XDC, si tu as déjà XDC, mais il n'est pas protégé, il est sur une plateforme d'échange, ou si tu comptes acheter des XDC, mais avant de l'acheter, tu veux le sécuriser quelque part, je te conseille vraiment le Decent Biometric Wallet. C'est le meilleur wallet pour XDC. Bien sûr, non seulement XDC, mais tu peux storer XRP, Bitcoin ou whatever que tu veux d'autre. Et aussi, ce qui est bien mieux que Ledger, c'est que tu peux interagir avec la DeFi comme Songbird Network et Flare Finance avec Flare Network. Donc, tu peux déléguer tes SGB ou tes Spark, bientôt prochainement tes Spark, à travers Decent Wallet et tu pourras recevoir tes récompenses sur ton Decent Wallet. Donc, c'est magnifique, c'est cool, c'est sécuritaire. Avec mon lien, tu économises 50 $. Donc, au lieu de 159 $, c'est 109 $. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est un win-win. Toi, tu économises et tu me supportes. Voilà. OK, la famille? Donc, sinon, sans parler de Discord, vous connaissez Discord. Je remercie les administrateurs. Putain, ces administrateurs c'est incroyable. Mais c'est des cracks, c'est des fous, c'est des malades. Déjà, moi, cette semaine, je n'étais pas là. Ils ont pris une très belle initiative pour garder les membres de Discord sur le jus, attentifs, etc. Donc, ils ont fait un Zoom privé exclusivement pour les membres de Discord. Vous voyez bien, on est 220 personnes. Regardez comment ils ont placé les salons, c'est magnifique, tout est bien, tout est carré, tout est propre. Beaucoup de news, beaucoup de choses. Donc, je vous invite à venir dans le Discord. Ça fait 2 mois que je le dis, 3 mois que je le dis. Le Discord est malade, je suis pas le seul qui le dit. Même les gens qui sont là-dedans, ils disent que c'est malade. C'est le meilleur groupe, le meilleur Discord pour avoir une panoplie de choses. On parle pas juste de XRP, on parle pas juste de XDC, on parle pas juste de Bitcoin, on parle de tout. De tout, absolument tout. Airdrop, XRP Ledger, Bitcoin, Algo, HBR, NFT, des nouvelles pépites, CBDC, Flare, Songbird,
tout ce que vous voulez et dans le Discord. S'il y a 220 personnes, croyez-moi, ça fait que monter. Vous pensez vraiment qu'on allait avoir 220 personnes si le Discord était une merde? Croyez-moi, la première semaine, deuxième semaine, j'aurais fermé tout ça. Mais il est conduit par une communauté, il n'est pas conduit par moi. Moi, je suis là, oui, c'est moi qui a créé tout ça, mais c'est la communauté qui le conduit. Moi, je suis juste un passager dans le groupe. Dans mon propre groupe, je suis un passager. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'adore ça. Pourquoi? Parce que les gens s'éduquent, les gens évoluent et les gens qui au début de l'année étaient des chevreuils parce qu'ils connaissaient rien, maintenant c'est devenu des experts et c'est eux qui aident les nouveaux chevreuils. Façon de parler. C'est incroyable. Venez dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Tu cliques sur Patreon et tu payes et tu vas recevoir un lien sur ton courriel et directement, tu peux accéder au Patreon. Ok, la famille? Donc voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. On commence les choses sérieuses. Donc, XRP 1,9$, cette vidéo, elle va être très longue parce que je dois reprendre tout ce qui a été dit depuis le 10 octobre, 11 octobre jusqu'à maintenant. Et donc, il y aura beaucoup de choses. Une vidéo de 50 minutes, 1 heure facile. Mais c'est bien, c'est un bon départ pour bien commencer la semaine. Demain, une autre vidéo statique. Je ne sais pas si je ferai un live stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai un truc à faire demain soir. Mais je vais voir, mais je vais la lancer aujourd'hui ou demain matin si vraiment je compte faire un live stream sur le Discord demain. OK? Donc, si je fais un live stream, ça va être sur Electroneum, ETN. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans mon groupe privé. J'ai déjà dit aux gens qu'est-ce qui se passe avec ETN. Il y a des gens qui ont sauté, il y a des gens qui n'ont pas sauté. I don't know. Mais ça serait bien de faire une recherche sur ETN pour bien mettre les points sur les i sur cet actif. OK? Donc, ça se peut c'est demain ou bien ça sera la semaine prochaine. I don't know parce que je viens d'arriver, il y a trop de choses à faire. OK? Bon. XRP, 1,9$, toujours en dollars américains, une baisse de 4,10%. Le market cap, 50 milliards, une baisse de 4,10%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 20,63%. Le circulating supply, 46 milliards, 888 millions de XRP en circulation. Donc, il y a un peu plus de XRP en circulation ici. Là. Crypto, 12 826. Le market cap, on parle de 2 trilliards 454 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 94 milliards. Et la BTC Dominance, 46,7%. Donc, c'est ce que les gens me disent sur le Discord et les gens me disent sur le Telegram public et Twitter. Là, maintenant, les yeux sont sur Bitcoin. Les yeux sont sur Bitcoin parce que Bitcoin va faire un pump de malade. Est-ce que ça va toucher le 100 000? Est-ce que ça va dépasser le 100 000? Ou est-ce que ça va juste un peu plus bas que le 100 000. I don't know, on ne sait pas, on ne peut pas savoir précisément. Mais là maintenant, les baleines, l'argent, la liquidité va dans Bitcoin. Elle sort des altcoins pour aller vers le Bitcoin. Toi, si tu es un particulier et tu vends, je sais pas moi, on va dire tes XRP, là, tu as 30 000 XRP, ça vaut, je sais pas moi, ça vaut 20 000 $. Et là, tu dis, oh, BTC, il monte, tu vends tes XRP pour sauter sur Bitcoin. Ça, c'est stupide. On parle pas de toi. Mais quand on parle de baleines, c'est des gens qui ont des milliers, des millions de Bitcoin et ils savent que Bitcoin va monter et ils font tout pour le faire pomper. Donc, c'est pour ça que l'argent va dans Bitcoin en ce moment. Les altcoins, ils performent moins que Bitcoin. Bitcoin va monter. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. C'est que le profit du Bitcoin, quand ces baleines-là vont s'amuser, ils vont faire leur profit, ils vont être contents. L'argent va aller où? Dans les alts. OK? Donc, est-ce que les choses vont continuer en 2022? Je ne penserai pas pour une panoplie d'actifs numériques dans Bitcoin, Ethereum. Mais pour une petite minorité d'actifs numériques, ça sera le départ de la fête. Ça sera le départ. C'est le commencement du délire, le commencement de l'utilité, le commencement de plein de choses. Oui, je parle de XRP, mais XRP, l'utilité ne commencera pas tant que l'affaire n'est pas finie. Donc, l'affaire, elle pourra finir entre maintenant et le milieu de l'année prochaine. Maintenant, est-ce que XRP va suivre BTC? Bien sûr qu'il va suivre BTC. XRP n'a jamais raté un bull run. Il va suivre BTC. Est-ce qu'il va le suivre d'une façon explosive comme BTC? Ah non, mais vous savez que XRP performe moins que BTC. Donc, XRP pourrait suivre BTC. Si BTC va vers le 80 000, 90 000, même le 100 000, attendez-vous de voir XRP facile à 3, 5 $. C'est bon pour nous parce que si XRP va vers 3, 5 $ et BTC commence à chuter à cause des ETF futures que maintenant ils viennent d'être approuvés, etc. Et le bear market rentre en jeu, qu'est-ce qui se passe après? Quand BTC chute, XRP monte. OK? Et si on a l'affaire qui finit dès le début de l'année 2022,
ben là, c'est le scénario parfait pour voir une explosion qu'on n'a jamais vue dans XRP. OK? Donc, voilà. J'aimerais partager un truc avec vous ici. Ici. Et ça, c'est des petits trucs que j'ai fait moi-même ce matin, avant qu'on commence. Juste pour vous montrer comme quoi l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Elle rime, ok? Elle rime, elle rime et elle rime. Je le dis, je le répète depuis très, 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 très longtemps. On va le voir ensemble. Là, vous le voyez bien ici. Là, je ne vais pas aller en 2013, je ne vais pas aller, je vais juste aller en 2017 parce que c'est le dernier bull run qu'on a eu et c'est celui que j'ai vécu, ok? Donc, on vient ici, entre les lignes bleues. Qu'est-ce qu'on voit ici entre les lignes bleues? Donc, entre les lignes bleues, là, on recule, juste mettre bien les choses pour avoir les dates. Donc, du 2 septembre au 15 septembre, on a vu une chute, ok? Pourquoi on a vu la chute? Je ne vais pas commencer à faire des recherches juste pour comprendre pourquoi on a eu la chute. Tu peux toi-même faire tes recherches, mais juste je te montre entre 2017, une comparaison entre 2017 et 2021. Le 2 septembre jusqu'au 15 septembre. Si on va en 2021, juste un petit moment. Juste un petit moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit du 2 septembre au 15 septembre, une chute. Donc, on l'a vu, c'est pas exactement la même chute pareil qu'on a vu en 2017, mais on voit une chute ici. Donc, entre les lignes bleues, une chute exactement comme en 2017, le 2 septembre 2017. Donc, on recule encore. On va en 2017. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit ici, entre le 15 septembre et le 15 octobre, donc un mois, on voit Bitcoin monter. OK? Donc, si on vient ici et on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit du, on voit du 15 septembre, OK, au 15 octobre, on a vu Bitcoin monter. Encore une fois, donc deux choses pareilles comme 2017. Est-ce que ça se répète? Non, pas forcément exactement la même chose, mais ça rime. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Si on va encore, on recule en 2017, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une continuation du 15 octobre au 5 novembre, une continuation, et on voit une chute le 5 novembre, du 5 novembre au 14 novembre, au 13 novembre, 14 novembre. Donc, il y a une chute ici. Est-ce qu'on va vivre une chute cette année dans les mêmes dates? Dans les mêmes dates encore. Peut-être pas. Peut-être que la date va changer. Peut-être que le pattern va changer. Mais moi, je m'attends du 15 octobre, ok, jusqu'au 5 novembre. On pourrait voir une chute entre le 5 novembre et le 14 novembre. Donc, entre ces deux lignes vertes, on pourrait voir une chute. La chute peut commencer à partir de maintenant, hein? Ça peut. Donc, juste pour vous dire que l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Jusqu'à maintenant, on a eu ça correct. On a eu ça correct. Maintenant, entre le 15 octobre et le 5 novembre, ça devrait continuer à monter. Pourquoi? Grâce au ETF et grâce à ce qui se passe maintenant autour du Bitcoin pour l'instant. Donc, les choses peuvent partir encore et peut-être Bitcoin pourrait retoucher encore le 64 000, 65 000, même le dépasser un tout petit peu pour redescendre. Donc, moi, je m'attends peut-être encore une fois, je suis pas en train de dire c'est sûr et certain. Moi, je m'attends à avoir une chute entre le 1er novembre et le 14 novembre. Donc, entre ces deux lignes-là, on pourrait voir une chute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici après le novembre? Après novembre, qu'est-ce qui se passe? Directement après la chute, qu'est-ce qu'on a vu? Directement après la chute, qu'est-ce qui se passe? C'est parti en couille, c'est parti vers le nord jusqu'au 1er décembre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on attend ici? Si on a cette chute-là le 14 novembre, donc une chute de 30%, c'est ce qu'on a eu en 2017, une chute de 30% ici. Donc, si on a une chute ici, ça sera une chute de 30%. Donc, on pourrait retoucher le 56 000, OK? Et boum, repartir vers le haut jusqu'au 1er décembre. Qu'est-ce qui s'est passé après le 1er décembre? Qu'est-ce qui s'est passé après le 1er décembre? Il s'est passé quoi? Le 1er décembre au 15 décembre, explosion totale. Et c'est là qu'on a vu Bitcoin toucher le 20 000 $. OK?
Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est là que les ETF Bitcoin sont live, sont partis live. Ils sont, voilà, boum, on peut les utiliser, les hedge funds peuvent les utiliser, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Boum, on a connu la chute et c'était le bear market. Maintenant, avec ce qui se passe maintenant et avec la même histoire des ETF, comme par hasard, ils commencent à en parler le mois de novembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Donc, on pourrait dire qu'on pourrait vivre la même chose, encore une fois. Pas exactement précisément ce qu'on a vécu en 2017, mais un petit peu pareil. Donc, moi, je m'attends à voir un pump dépasser le 65 000, même toucher le 68 000 ou quelque chose, redescendre, redescendre, faire un 30% de chute et repartir 1er décembre, même repartir encore plus jusqu'au 31 décembre. Là, moi, j'ai mis le 31 décembre parce qu'on ne sait pas quand BTC va dire, OK, you know what, stop, je redescends. On ne peut pas savoir. Donc, si tu fais un Fibonacci retracement, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent BC Backer, beaucoup de BC Backer, et BC Backer, ils disent que beaucoup de monde attendent le 100 000, donc un chiffre rond. Moi, ce que je dis aux gens, et je partage aussi la même chose qu'il dit, n'attendez pas le 100 000. Essayez de vendre à 90 000, essayez de vendre à 85 000, essayez de vendre à 87 000. Votre but, ce n'est pas toucher le top ou le bottom. Votre but, c'est sortir avant que les choses revirent de bord. Tu comprends? Vous faites un profit, vous sortez. Donc, si on suit ce délire-là, et on voit ce que BC Backer a dit, il a dit 87 000, 83 000, le top qu'il pourrait voir. Donc, si on fait un Fibonacci level et on suit cette roadmap exactement comme on a eu en 2017, ben, regardez qu'est-ce qu'on voit. On voit le 87 000 $. Tu vois, ici, le 87 000 $, c'est le prochain Fibo level juste après le 65 000 $. Donc, si BTC continue jusqu'au 5 novembre, 1er novembre, il monte, il dépasse le 165 000 et là, il dépasse 65 000 et entre le 1er novembre et le 15 novembre, il fait une chute de 30%. Donc, les gens vont dire, oh, il y a rien, c'est fini, Bitcoin va rien faire, blablabla. Et là, boum, il repart 1er décembre, il fait un pump et du 1er décembre à je ne sais pas quelle date, il fait un autre pump pour toucher le 87 000. Et moi, je pense, encore une fois, 50-50, je ne suis pas confiant à 100%. On pourrait voir peut-être un revirement à 87 000 parce que les ETF vont rentrer en jeu comme en 2017, ils sont rentrés en jeu milieu de décembre, mi-décembre. Donc, mi-décembre, qu'est-ce qu'on a vu en 2017? On a vu la chute de BTC. C'est là qu'il a fait le bear market. Donc, on pourrait encore une fois voir une chute à 87 000 et un bear market. Et quand je parle de bear market, je parle de BTC, je parle de Ethereum, je parle des coins qui vont rester connectés à BTC. Je ne parle pas de XRP parce que XRP, à partir de maintenant, de cette date-là, au 1er mars, je vais la noter ici. Je vais la noter là. On va dire 1er mars. Avec l'extension, on va même dire 1er mai, sa mère. Allez, on va dire 1er mai. OK? Avec l'extension, on va dire l'extension a été approuvée. Le 1er mai, on va changer la couleur ici. On va mettre le mauve. Donc, le 1er mai. Donc, de maintenant, BTC, BTC. Donc, s'il touche le 87 000 avant le 31 décembre ou juste après le 31 décembre, on pourrait voir une chute. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 quand BTC il a amorcé sa chute? XRP a fait bon. C'est clair et net. Ça, c'est l'histoire. C'est pas moi qui crée des choses. Donc, si XRP fait boum avant qu'on a le règlement, donc je ne vais même pas vous parler quel genre de boum il y aura après le règlement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, qu'on le veuille ou non, ça se prépare. Qu'on le veuille ou non, il faut être prêt. Qu'on le veuille ou non, il ne faut pas attendre des chiffres ronds. Arrêtez d'attendre le 100 000, 120 000. Si vous avez des coins qui sont encore corrélés à BTC, bien sûr. Parce que si vous avez des coins qui sont encore corrélés à BTC, et si BTC fait un bear market, ben vos coins vont partir en coup, ils vont partir encore dans un bear market. Donc, soyez prêts. Commencez à mettre des ordres sur certains actifs qui sont encore corrélés à BTC
pour que vous puissiez profiter d'un bon profit et peut-être réacheter après quand ce sera dans le bear market. Anyway, c'est des stratégies, plein de stratégies différentes. Faites ce qu'il faut. Moi, je viens juste de vous partager, vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer dans le Bitcoin, concernant Bitcoin. OK? Donc, encore une fois, juste pour mettre les choses au clair, ça c'est pour XRP, hein, enlever cette date-là. Là. C'est pour XRP. Donc, on pourrait voir Bitcoin. Hein? Donc là, si on vient ici, je vois quand même un pattern parce que là, on est dans le daily. Si on va dans le 4 hour, on va voir s'il crée un pattern. Donc ça, voilà, c'est comme un genre de bull flag là en ce moment. Comme s'il crée un genre de bull flag. OK? C'est comme pas un bull flag là, mais on va voir. Ouais, comme un bull flag. Attends. Tu vois? Donc, ça là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on pourrait voir un autre pump venant de BTC il peut pomper jusqu'au 1er novembre. Peut-être dépasser le 1er novembre, on va dire le 4 ou le 2 ou le 3 novembre. Et commencer sa chute. Hein? Boom. Et remonter à partir du 14 novembre jusqu'au 1er décembre. Et 1er décembre au 31 décembre, refaire un autre sommet. OK? Donc, c'est ce que je suis en train de voir et je pense que mon scénario est fiable ici. Surtout avec le pattern que je suis en train de voir ici. Peut-être qu'on verra un pump qui va nous ramener, peut-être dépasser le 65 000 et aller jusqu'au, non, 68 000, 70 000 live, hein, avant de faire une chute qui va nous ramener peut-être à 60 000 encore, peut-être à 56 000, peut-être à 58 000. Les gens vont paniquer encore une fois et boum, repartir. OK? Donc, j'ai perdu un bon 20 minutes sur ça. J'espère que vous avez compris la famille et on continue. Donc, ici, je vais juste parler de comment fonctionne un ETF Bitcoin. Parce que là, les gens parlent de ETF Bitcoin, ils savent même pas de quoi on parle. Ils nous suivent, mais ils savent même pas c'est quoi le Bitcoin. Donc là, je vais parler un peu de c'est quoi le ETF Bitcoin. Avant d'examiner les avantages et les risques potentiels d'un ETF Bitcoin, revenons en arrière et examinons ce qu'est un ETF Bitcoin et son fonctionnement. Un ETF est un véhicule d'investissement qui suit la performance d'un actif ou d'un groupe d'actifs particuliers. Les ETF permettent aux investisseurs de diversifier leur investissement sans pour autant posséder eux-mêmes les actifs. Donc, le ETF, c'est quoi? Donc, c'est vraiment trader, manipuler le prix du Bitcoin ou de n'importe quel actif sans l'avoir. Donc, qui profite de ETF Bitcoin? Qui? Ce n'est pas les particuliers, mais c'est les hedge funds. C'est eux qui font énormément d'argent avec le ETF Bitcoin. Parce que si la SEC voulait protéger les particuliers, elle n'aurait pas approuvé le ETF Bitcoin. Mais le fait qu'ils approuvent le ETF Bitcoin, ils donnent l'opportunité et la force, de pouvoir aux hedge funds et à d'autres groupes d'arbitrer et de manipuler le prix du Bitcoin comme ils veulent. Donc, qui gagne dans ça? Toi, normalement, quand tu vas acheter du Bitcoin, tu vas aller dans un échange, tu achètes ton Bitcoin, tu payes une commission à l'échange, merci, bonsoir, tu possèdes ton Bitcoin, that's it. Tu n'as payé personne, personne n'est au milieu de ta transaction, tu es tranquille. Mais avec un ETF Bitcoin, quand tu vas acheter un future ou trader sur un future ou investir sur un future, donc un ETF Bitcoin, ben, tu as le hedge fund qui prend sa cote, tu as plein de monde qui prennent sa cote. Tu as même le chairman de la SEC qui a donné, pas le chairman, mais celui qui a approuvé le ETF qui prend sa cote. Donc, tu as une panoplie de personnes qui prennent leur cote sur ta cote. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends? Ce n'est pas une bonne chose, le ETF Bitcoin. Donc, oui, ça booste l'actif parce que voilà, les gens achètent les rumeurs, etc. Mais le moment où les ETF Bitcoin sont live, ce n'est plus pareil, c'est la merde pour le particulier. Pour les personnes cherchant à se concentrer uniquement sur les gains et les pertes, les ETF offrent une alternative plus simple à l'achat et à la vente d'actifs individuels. Et parce que de nombreux ETF traditionnels ciblent de plus grands paniers de noms ayant quelque chose en commun, un accent sur la durabilité par exemple ou des actions représentant l'industrie du jeu vidéo et des entreprises, ils permettent aux investisseurs de diversifier facilement leur avoir. Un ETF Bitcoin est celui qui imite le prix de la monnaie numérique. La plus populaire au monde, c'est comme l'or papier. Tu as l'or physique et tu as l'or papier. Vous vous rappelez avec Basel III. Basel III, il est rentré en vigueur en Europe. Et ça élimine, ça court-circuite la manipulation de l'or dans l'or papier.
C'est exactement ça le ETF Bitcoin. Donc, tu manipules le prix sans avoir l'actif dans ta main. C'est juste un contrat, ok? Euh, Cela permet aux investisseurs d'acheter dans le ETF sans passer par le processus compliqué de négociation du Bitcoin lui-même. De plus, étant donné que les détenteurs de l'ETF ne seront pas directement investis dans le Bitcoin lui-même, ils n'auront pas à se soucier des procédures complexes de stockage et de sécurité requises des investisseurs en crypto-monnaie. Donc voilà, donc tu fais pas ta self-custody, tu n'as pas besoin d'acheter un ledger, tu n'as pas besoin de sécuriser ton Bitcoin parce que tu n'as pas de Bitcoin. Tu fais que investir sur un contrat d'investissement en fait. Tu comprends? Pourquoi ne pas simplement investir dans Bitcoin? Si un ETF Bitcoin ne fait que refléter le prix de la crypto-monnaie elle-même, pourquoi s'embêter avec l'intermédiaire? Pourquoi ne pas investir directement dans le Bitcoin? C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'il devrait avoir et rien de plus. Mais le fait qu'il crée ce genre de contrat et ce genre de future, ça donne une opportunité de malade aux hedge funds de faire une fortune parce qu'ils font de l'arbitrage. Et toi et moi, on ne pourra pas faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, comme indiqué ci-dessus, les investisseurs n'ont pas à se soucier des procédures de sécurité associées à la détention de Bitcoin. Ok, bref, moi je m'en fous. Moi je veux détenir mes Bitcoins. Hein? Donc le fait qu'il te sort cette raison-là, tu dis ok, j'ai pas besoin de protéger mon Bitcoin, je vais juste acheter un future. Donc un particulier qui va acheter un future, qui va acheter un contrat d'investissement ETF Bitcoin, ça, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de particuliers qui ont perdu leur argent, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont investi dans les futures et dans le ETF. OK? Les investisseurs, de plus, il n'est pas nécessaire de traiter avec les échanges de crypto-monnaies dans le processus. Dans le processus, les investisseurs peuvent simplement acheter et vendre ETF via les échanges et les marchés traditionnels. Il y a un autre avantage crucial à se concentrer sur un ETF Bitcoin plutôt que sur le Bitcoin lui-même. Étant donné que l'ETF est un véhicule d'investissement, les investisseurs pourraient vendre à découvert des actions de l'ETF s'ils pensent que le prix du Bitcoin baissera à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait sur le marché traditionnel des crypto-monnaies. Peut-être plus important encore, cependant, les ETF sont bien mieux compris dans le monde de l'investissement que les crypto-monnaies. Même si les pièces et les jetons numériques deviennent de plus en plus populaires, un investisseur cherchant à s'impliquer dans la monnaie numérique pourrait se concentrer sur le trading d'un véhicule qu'il comprend déjà au lieu d'avoir à prendre des tenants et aboutissants de quelque chose d'apparemment compliqué. Bref, je vous invite vraiment à faire plus de recherches sur l'ETF. Là, on a juste vu le petit résumé, un petit bout de ce qu'est un ETF Bitcoin, mais je vous invite vraiment à améliorer votre knowledge sur le ETF, ok, en tant que tel en général. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Bitcoin s'approche d'un nouveau record d'anticipation des ETF. Comme en 2017, comme par hasard, en octobre, on est le 18 octobre, l'année passée, ça a commencé en novembre, ça a commencé en octobre, oui, en octobre et en novembre. Même chose encore cette année, on parle des ETF. Comme par hasard, juste 2 mois, 3 mois avant le mois de décembre. Comme par hasard. OK? Donc, Bitcoin s'approche d'un nouveau record d'anticipation des ETF. Bitcoin continue de grimper et est maintenant à quelques centimètres d'un nouveau record historique. Donc, Bloomberg a annoncé vendredi que la Securities and Exchange Commission des États-Unis abandonnerait son objection à un ETF. ProShares a ensuite déposé un prospectus modifié pour son FNB de stratégie Bitcoin, indiquant que le fonds devrait maintenant commencer à être négocié aujourd'hui le 18 octobre, sauf intervention de dernière minute de la SEC. Donc là, on a déjà quelqu'un qui commence à négocier le ETF Bitcoin. On appelle, comment il s'appelle? Le ProShares. Ouais, c'est ça? ProShares. Voilà, donc le 18 octobre aujourd'hui, sauf intervention de dernière minute de la SEC. Donc aujourd'hui, ProShares a commencé à trader le ETF Bitcoin. Les partisans de Bitcoin et les sociétés financières repérant une opportunité de marché tentent depuis longtemps de faire décoller un ETF Bitcoin, mais se sont heurtés à l'opposition des régulateurs. La SEC a exprimé les inquiétudes concernant la volatilité, la manipulation potentielle et le manque de réglementation dans l'espace crypto. Oui, toi, tu ne donnes pas de réglementation, tu ne donnes rien. Tu restes comme ça, tu nous laisses sans réponse, mais tu approuves un ETF Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi? Tu favorises les hedge funds, tu leur dis, allez, faites de l'argent, les particuliers n'en ont rien à foutre d'eux, même s'ils perdent de l'argent, parce que s'ils perdent de l'argent, c'est vous faites de l'argent, donc leur argent, c'est votre argent. Mais tu es là la première à dire, ouais, il y a un manque de réglementation dans l'espace de la crypto. Mais c'est toi qui dois le donner, salope. C'est toi qui dois le donner. On t'attend. Mais tu es la première à approuver le ETF Bitcoin. Anyway, bref. Donc là, maintenant, on voit que ça parle des ETF partout. Comme par hasard, comme 2017. Donc ici, on voit que ça rime. Et qu'est-ce qu'on voit ici?
On voit les premiers ETF à terme Bitcoin aux États-Unis devraient commencer à être négociés dans la semaine à venir. Et c'était quand? Le 15 octobre. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Non. Le premier ETF à terme Bitcoin aux États-Unis devrait commencer à être négocié dans la semaine à venir. Et ça, c'était le 15 octobre. Comme 2017. Ça, c'est maintenant, il y a 3 heures, le 18 octobre. Ça, c'est le 15 octobre. Donc là, maintenant, on voit que ce discours, cette narrative concernant les ETF Bitcoin commence à s'amplifier. Là, on voit que la SEC, elle dit, hey, moi, je ne vais même pas m'opposer à aucun ETF Bitcoin. On voit ProShares qui rentre en jeu. On voit Bakkt, elle aussi, elle va rentrer en jeu avec les ETF Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je vous ai dessiné tout ça. C'est pour ça que je vous ai dessiné ces lignes-là. Je pense fortement qu'on va vivre la même chose que 2017. Si on va dans le daily, excusez-moi. Si on va dans le daily. Je pense qu'on va vivre la même chose que 2017. Peut-être pas forcément les mêmes patterns, la même chute, le même nombre de pourcentages concernant la correction, quelque chose, mais ça sera les mêmes rimes, à mon avis. Ok? Je reste ferme sur ça. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le BTC. J'espère que ça a été clair parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Je suis un peu comme ci, comme ça. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça a été voilà, instructif pour vous. Donc là, on attaque XRP et j'ai une panoplie de choses à dire sur XRP. J'enlève tout ça. Tchup, tchup, tchup. Voilà, donc XRP, on va commencer à partir du 11 octobre 2021. Procès XRP, la SEC rejette les spéculations sur le règlement avec son désaccord sur l'appel du saut de Ripple. Je m'excuse. Donc ça c'était le 11 octobre. La dernière mise à jour du procès XRP a vu la SEC en désaccord avec la rédaction exclusive et l'appel du saut de Ripple. Ce différend fait référence à la requête de la SEC sur la découverte convaincante d'enregistrement de réunions internes des défendeurs. O'Garling House, Larson et d'autres employés clés ont parlé de sujets pertinents aux différends dans le cadre du procès. Avec la position actuelle du demandeur dans l'affaire se tenant du côté des perdants, ce désaccord soudain pourrait signifier une annulation potentielle des anciennes spéculations sur le règlement. Ah, donc, on se rappelle, il y a quelque temps, la SEC a collaboré avec Ripple sur un appel de saut de Ripple. Donc, sur certains documents, sur certains trucs. Ils se sont mis d'accord. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Pendant cette affaire, ils ont collaboré ensemble pour, voilà, hey, tu vas m'aider, je vais t'aider. Voilà, tu comprends? Donc, il y a une collaboration qui a été faite. Mais cette dernière collaboration qu'ils ont fait ensemble, ils ont même collaboré une fois pour ajouter une extension de plus. Hein. Les deux, ils se sont mis d'accord parce que les deux, ils voulaient cette extension. Maintenant, on voit une autre collaboration. Il y a juste 3 semaines, quelque chose comme ça. On a déjà parlé de ça. Une collaboration où les deux se sont mis d'accord. Voilà, avec les on parlait de sujets pertinents différents. Oui, avec la position actuelle du demandeur dans l'affaire se tenant du côté des perdants. Donc, ils se sont mis d'accord, ils ont collaboré, ils se sont mis du même côté pour cette affaire-là. Ok? Ce désaccord soudain pourrait signifier une annulation potentielle des anciennes spéculations sur le règlement. Donc là, maintenant, la SEC, elle a dit, hey, je suis plus d'accord. Moi, je m'en fous. Je veux plus rien savoir. Je suis pas d'accord. Donc, c'est un désaccord soudain, un désaccord qui sort de nulle part. Et ça, c'était le 11 octobre 2021. C'est un bon 7 jours. Ça fait une semaine. Maintenant, les gens, vu qu'ils voient comme quoi la SEC collabore avec Ripple, là, ils se disent, OK, donc ça veut dire que la deuxième équipe de la SEC et la deuxième équipe de Ripple, eux qui sont en charge des règlements, sont en train de trouver une solution ici parce que ils sont en train de collaborer là. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, le fait que la SEC, elle dit, hey, je suis en désaccord, ben, on enlève la spéculation sur le règlement parce que la SEC est en désaccord. Donc, il n'y a pas d'accord ici. Il semble que la SEC ne soit toujours pas à court de balle pour éliminer Ripple dans le procès XRP en cours. Dorénavant, les faibles efforts du demandeur pour régler. Les pièces en question pour le saut et la rédaction comprennent des parties expurgées de la requête par lettre du demandeur du 1er octobre, obligeant la découverte des enregistrements internes de la réunion de Ripple, suivi des pièces que la SEC a déposées sous scellé à l'appui de la requête mentionnée. En outre, Ripple a également fait appel pour sceller les parties expurgées de l'opposition du défendeur à la requête du 1er octobre de la SEC, ainsi que les pièces déposées à l'appui de la même chose. Cependant, la SEC a informé Ripple qu'elle n'était pas d'accord avec les suppressions proposées par le défendeur, suivi de la motion de Ripple visant à sceller certaines pièces. Donc, les deux, ils ont fait la même chose. Ils étaient corrects, ils étaient d'accord, ils étaient carrés.
Là maintenant, du jour au lendemain, la SEC a informé Ripple qu'elle n'était pas d'accord avec les suppressions proposées par le défendeur. Voilà, donc là maintenant, il y a un désaccord ici. La SEC a informé Ripple le 8 octobre 2021 par courrier électronique qu'elle n'était pas d'accord avec les rédactions proposées par Ripple à la requête en contravention et à la demande de Ripple de conserver les pièces correspondantes sous scellé. Donc le 1er octobre, ils ont dit oui. Le 8 octobre, la SEC a informé Ripple par courrier électronique qu'elle est en désaccord. La SEC n'a pas pris position concernant les demandes de rédaction de Ripple pour sa lettre d'opposition et les pièces jointes déposées sous scellé. La SEC tremble avec son argumentaire sur les documents privilégiés. La couverture du week-end de CoinGap sur le procès XRP a noté le statut d'impuissance de la SEC dans l'affaire alors que la Cour a accordé l'appel de Ripple le 24 septembre, demandant l'ajout de 3 documents par la SEC pour examen à huis clos. Et c'est quoi ces 3 documents-là? C'est une chaîne de courriels donc, dans lesquels on voit la SEC dire à des compagnies, des third parties companies, d'utiliser le discours Hinman pour analyser certains actifs numériques. Et ça, c'est du sérieux. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'ils disent? C'est privilégié, c'est protégé par le DPP, blablabla, blablabla, blablabla. Que le plaignant avait caviardé ou retenu en les enregistrements comme privilégiés. Ces documents comprennent des données relatives aux réunions de la SEC avec des cabinets d'avocats. En outre, ils consistent également en une piste de courrier électronique concernant les discussions avec un tiers qui a reçu des conseils de la SEC pour analyser son actif numérique dans le cadre énoncé dans le discours controversé de Hinman 2018. 11 octobre, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a plein de trucs procès qui en va parler. Mais 11 octobre, il y a, voilà, c'est ça qu'il y a eu le 11 octobre. On parle de désaccord. Du jour au lendemain, la SEC elle a dit non. Malgré ça, ils étaient en accord il y a une semaine. Donc le 1er octobre, ils étaient en accord concernant des documents sous scellés, etc. Maintenant, le 8 octobre, qu'est-ce qu'elle a dit la SEC? Je suis en désaccord parce que tu as fait une rédaction que je n'ai pas aimée. Voilà, ok. Sinon, on attend encore les examens de la chaîne de courriel que la Cour doit examiner à huis clos. Mais la SEC continue à protéger cette chaîne de courriel avec son mot de merde privilégié, TPP de merde. Voilà, anyway. On avance. Ripple crée un fonds d'énergie. Là, maintenant, je vais aller avec date par date. Donc, le 11 octobre, 12 octobre. Je ne vais pas mélanger les choses. Donc, 11 octobre, 12 octobre, 13 octobre, 14 octobre, jusqu'à qu'on arrive à aujourd'hui. Ripple crée un fonds d'énergie solaire de 44 millions de dollars avec Nelnet. La société XRP contribuera à la majorité du financement de l'initiative d'énergie propre. Et ouais, regardez-moi. Quelle compagnie qui se bat, qui investit dans l'énergie propre. Déjà, dès le départ, elle est énergie propre. Déjà, dès le départ, elle est énergie verte. Elle continue à améliorer tout ça. Et d'ici 2030, ils seront carbone zéro. C'est la seule compagnie. Et en plus de ça, on sait que BIS, et on sait que le IMF, et on sait que le World Bank, et on sait que le monde entier parle de finances vertes. Juste ça, les gars, ça devrait être un gros point dans votre tête. Ripple investira dans l'énergie solaire. Ensemble, Ripple et Net créeront un investissement conjoint de 44 millions de dollars dans le fonds d'investissement dans l'énergie solaire de Nelnet. Cet effort financera des projets d'énergie solaire aux États-Unis. Quand même, les projets financés par l'initiative pourraient compenser plus de 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone sur 35 ans, selon un communiqué de presse. Bien qu'il ne soit pas clair exactement combien Ripple contribuera, l'entreprise contribuera à la majorité du financement. Le responsable de l'impact social de Ripple, Ken Weber, a qualifié l'énergie propre de priorité majeure dans tous les secteurs. Il a noté que la technologie de l'énergie propre deviendra importante à mesure que l'adoption des crypto-monnaies et de la blockchain continue de croître. Donc, et regardez un truc, faut lire entre les lignes. Cet effort financera des projets d'énergie solaire aux États-Unis. Donc, si Ripple s'investit dans tout ce qui est énergie solaire aux États-Unis, donc ça veut dire Ripple va rester aux États-Unis. Et Ripple ne va pas investir dans des trucs qui vont aider les États-Unis en sachant qu'elle va quitter les États-Unis. Donc ça, c'est déjà un point très très fort comme quoi Ripple restera aux États-Unis parce qu'ils font des choses importantes pour les États-Unis. Non seulement les paiements, mais ce genre de choses aussi. Le responsable de l'impact social de Ripple, Ken Weber, a qualifié l'énergie propre de... Le communiqué de presse note qu'il ne s'agit pas de la première initiative d'énergie propre de Ripple. La société fait également partie de Crypto Climate Accord et en 2020, elle s'est associée à Energy Web et Rocky Mountain Institute. C'est dans lequel le XRP Ledger... Non,
pas le XRP Ledger, le XRP Ledger ne se trouve pas ici, mais il y a une node se trouvant dans le Rocky Mountain Institute pour décarboniser le XRP Ledger. Il vise à devenir zéro carbone d'ici 2030 grâce à ses investissements et ses activités. Et très 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 bonne nouvelle. Visa, Mastercard et Ripple plantent des drapeaux sur le marché NFT. Ça, c'est le 12 octobre encore. Visa est maintenant propriétaire de CryptoPunk de 150 000 $ ou d'un avatar numérique qui est également un jeton non fongible. Un NFT est un actif numérique qui représente les objets tels que de l'art, de la musique, des articles de jeux et des vidéos. Les NFT sont vendus en ligne et sont encodés avec la technologie blockchain. Alors que Visa a payé 150 000 $ pour son propre CryptoPunk, il a la possibilité de revendre l'avatar à profit s'il peut trouver un acheteur. Quand même, hein, Visa fait de l'argent avec les NFT. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est bien sûr, c'est Ripple. Voilà, ici, on voit chez Ripple, le fonds de 250 millions de dollars de la société fournira aux créateurs de NFT le soutien financier et technique nécessaire pour créer des NFT et d'autres produits de tokenisation sur le XRP Ledger. Le XRP Ledger fonctionne avec d'autres technologies Ripple pour accélérer les paiements transfrontaliers. Ripple teste également le potentiel de XRP à agir comme un pont entre les monnaies numériques de la banque centrale et d'autres actifs numériques. Ripple n'a pas mis de cadre disponible pour un entretien, mais le bureau des relations publiques de la société a déclaré que le boom du NFT avait créé de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles commerciaux, mais avait créé des barrières à l'entrée telles qu'un mauvais traitement de paiement. Alors que les NFT ont ouvert la porte d'un avenir symbolique, la navigation dans ces concepts est un jeu de balles différent pour beaucoup, a déclaré Monica Long, directrice générale de Ripple dans un communiqué de presse. Ripple développe également des cas d'utilisation à plus long terme pour les NFT et les jetons numériques, tels que les expériences interactives et la propriété fractionnée. Wouh! Donc l'immobilier, tu peux acheter 1 mètre carré d'un appartement, tu peux racheter 10 mètres carrés d'un appartement, il sera en mode NFT. Donc un token qui représente 10 mètres carrés d'un appartement quelconque qui se trouve dans le monde. Tu pourras le vendre pour une personne qui détient 90% des mètres carrés de cet appartement à un certain prix. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Tu peux avoir la toilette d'un appartement en mode NFT. Tu as une partie de la propriété. C'est incroyable, mais c'est incroyable qu'est-ce qui s'en vient, c'est fou. Si le NFT est quelque chose de valeur, il peut être emprunté ou utilisé comme moyen de payer quelqu'un dans le cadre d'une fraction d'un collectif, a déclaré Kia Mozaeri, chef de produit chez BitGo, un processeur de paiement en monnaie numérique basé à San Francisco. BitGo est en train d'être racheté par Galaxy Holdings, une société de technologie de crypto-monnaie et de blockchain basée à New York. BitGo poursuit de nouvelles utilisations de la finance distribuée et étudie également de manière dont les actifs numériques tels que les NFT peuvent s'intégrer dans un ensemble de services financiers activés par la blockchain. Waouh, magnifique, magnifique, vraiment magnifique. Surtout ça là, la propriété fractionnée. Donc le XRP Ledger est là-dedans, Ripple est là-dedans, les expériences interactives et la propriété fractionnée. Donc on n'a aucune idée qu'est-ce qui s'en vient encore. Aucune idée les gars, aucune idée. Ripple exécutif quitte pour une entreprise de cryptographie conseillée par l'ancien président de la SEC, Casey Craddock, un nouvel emploi chez Fireblock après plus de 4 ans chez Ripple. Hein, c'est fait exprès, c'est sûr et certain. Elle a quitté la société basée à San Francisco pour rejoindre le fournisseur de garde numérique Fireblock en tant que directrice des ventes. Fireblock a levé 310 millions de dollars en juillet après avoir clôturé son tour de table de série D qui a porté la valorisation de la société à 2,2 milliards de dollars. Notamment l'ancien patron de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Jay Clayton, qui a notoirement giflé Ripple avec un procès au cours de ses derniers jours à l'agence, a rejoint Fireblock en tant que conseiller en août. Donc là, on a Jay Clayton qui travaille dans Fireblock et on a un gars de Ripple qui travaille dans Fireblock. Craddock a rejoint Team Ripple en août 2017 en tant que nouvelle responsable du développement commercial de l'entreprise selon son profil LinkedIn. Elle était initialement responsable du développement de nouveaux cas d'utilisation et de nouveaux produits. Craddock a ensuite été promue directrice des ventes de Ripple en Europe, puis a décroché son dernier passage dans l'entreprise en tant que leader ERG. Donc là, on a Jay Clayton qui travaille avec une femme de Ripple chez Fireblock. Anyway, on avance. Un autre truc de la SEC, ça c'est le 14 octobre 2021. La SEC conteste l'argument faire bouillir l'océan de Ripple. Donc, le dernier développement dans le procès XRP a vu la SEC répondre à la lettre déposition de Ripple à la requête du demandeur. À ce stade, l'affaire s'est transformée en un bras de fer, les deux parties utilisant tout en s'opposant à l'argument lourd de l'autre. La semaine dernière, Ripple avait
avait fait valoir que la demande de faire bouillir l'océan de la SEC était totalement incompatible avec les règles fédérales. La défense a affirmé que la demande du demandeur est disproportionnée, compte tenu de la quantité massive de matériel déjà produit lors de la découverte. Eh oui, 1 million de messages Slack, les documents, les messages, les emails, les je sais pas quoi, elle nous a sorti tout ce qu'elle voulait, on lui a donné. Maintenant, elle veut les enregistrements et les vidéos de tous les meetings de Ripple. Et ça devient trop, ça devient ridicule. Et nous, quand on lui demande des choses, elle dit, ah, ils sont protégés par le DPP, ils sont protégés par je sais pas quoi. C'est vraiment lourd et vraiment la lourdeur vient de la SEC et non de Ripple. Vraiment. Cependant, et en plus de ça, la SEC demande une autre extension. Mais ils vont me rendre fou, vraiment, ils vont me rendre fou. Cependant, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous rendre fous. Ils veulent qu'on abandonne. Ils veulent qu'on dise, ah, ok, c'est bon, ce truc-là ne va jamais finir. Tu vends tes XRP pour quelque chose d'autre et là, boum, ça monte devant ta gueule. Ne faites pas cette bêtise, je vous le dis, je vous le répète. Cependant, cette semaine, nous avons vu la SEC soutenir cet argument affirmant que Ripple peut facilement faire transcrire les enregistrements, puis rechercher le test transcrit pour effectuer une recherche efficace et efficiente au lieu d'en parcourir des centaines à la fois. Ah, maintenant, c'est facile pour Ripple de sortir les enregistrements. Mais nous, quand on te dit de répondre à des 25 000, je sais pas quoi, d'admissions, tu dis, ah non, non, c'est trop lourd. Quand on te dit de répondre aux questions, ah non, 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 c'est trop lourd, je dois embaucher plein d'avocats pour répondre aux questions, je ne peux pas, c'est trop d'argent, c'est trop si. Ah, mais quand il s'agit de Ripple, ah non, c'est facile, non, non, c'est facile, ils peuvent le faire rapidement. Ferme ta gueule, man, fuck. La SEC et Ripple ont tous deux démontré par leurs documents relatifs à cette mention la relative facilité avec laquelle les transcriptions des enregistrements peuvent être préparées. Même en acceptant l'affirmation de Ripple selon laquelle il n'y a pas d'outil de recherche utile pour les enregistrements. Ripple pourrait préparer des transcriptions comme les deux parties l'ont déjà fait et exécuter les recherches de noms de dépositaires et de mots-clés comme il l'a fait pour les emails et les messages Slack. Cette option semblerait constituer un fardeau sans conséquence à la lumière de l'importance des preuves en cause et des ressources disponibles pour Ripple. De un, maintenant ils sont juste en train de foutre le bordel pour ce genre d'enregistrement vidéo, mais ils ne vont rien trouver. Ripple n'a pas peur de fournir ces vidéos. C'est juste que c'est beaucoup, beaucoup, et ça ne sert absolument à rien. Déjà, si tu nous donnes ce qu'on te demande, l'affaire, elle aurait déjà été finie. C'est ça le problème. Donc, eux, ils retardent les choses. C'est normal, c'est la SEC, c'est le fédéral, c'est le gouvernement. Ils retardent les choses. Ils veulent d'autres extensions. Quand nous, on demande des choses, ils ne les donnent pas. Donc, elle est où la justice ici? Donc, à un moment donné, il faut que la juge rentre en jeu et la juge dit stop, ça y est, stop. Déjà, ils ont dit stop. Je vais vous la partager tout à l'heure avec l'extension, la nouvelle extension qu'on a eue. Déjà, la juge, on l'a vu, elle a dit, hey, ras-le-bol, c'est ras-le-bol. On va pas ajouter. Est-ce que ça va être accepté ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse sur ça. Mais juste pour vous donner le délire ici, à quel point la SEC, elle abuse. Elle abuse, et quand elle abuse, elle ose dire à Ripple, ah non, c'est toi qui es lourd. Ah non, c'est toi. Ah non, c'est toi. Ah non, c'est toi. La SEC accuse Ripple de recherche défectueuse. La SEC affirme également que l'argument de Ripple concernant le statut retardé de la mention est la faute du défendeur lui-même. La commission déclare que si le défendeur n'avait pas caché des informations à la SEC et s'il n'avait pas recherché dans sa bibliothèque des enregistrements réactifs, Ripple ne serait pas confronté à une autre découverte convaincante. En outre, la SEC a fait valoir que la recherche de Ripple n'a jamais été conçue pour identifier les enregistrements réactifs en premier lieu, ce qui rend le cas du plaignant pour obliger la découverte encore plus fort. Aïe, 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 c'est vraiment lourd. C'est lourd de lire tout ça. C'est vraiment lourd. C'est pas cool. Anyway, procès XRP, la SEC, encore une fois le 14 octobre. Procès XRP, la SEC qualifie la réponse de Ripple de trompeuse dans le différend sur les appels d'offres. Après avoir perdu son argument très étendu, là on voit ici, là on voit la SEC, elle est vraiment en mode, voilà, je suis en train de lancer des boules ici, là, ok? On voit le 14 octobre, c'était la journée de la SEC le 14 octobre. Après avoir perdu son argument très étendu de documents privilégiés, la SEC est maintenant passée à 3 nouveaux mots: encombrant, non pertinent et duplicata. Oh my God. Pour s'attaquer à tous les arguments qui leur sont lancés. Donc, n'importe quel truc qu'on leur dit, non, c'est encombrant,
Non, ce n'est pas pertinent. Non, c'est duplicata. Bla, 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 bla. Et quand on lui dit de fournir, non, c'est des documents privilégiés. Alors, pourquoi il y a cette affaire? Pourquoi on vit cette affaire? Pourquoi? Si tu n'es pas capable de jouer le jeu de la bonne façon, pourquoi tu nous fais perdre notre temps? Pourquoi cette affaire? Parce que si ensuite on délire, cette affaire va finir dans 10 ans, là. Mais vraiment. Mais heureusement, on est des gens réveillés. Heureusement, on fait des recherches de l'autre bord. Heureusement, on voit ce que Ripple fait. Heureusement, on voit les connexions avec les banques. Heureusement. C'est pour ça qu'on continue à cracher sur toi, là, SEC, parce qu'on a fait nos recherches et on sait ce qu'est Ripple et XRP. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait leurs recherches, ils font que regarder la SEC. Et crois-moi, quand tu lis tout ça, on dirait que ça va prendre 10 ans, 15 ans. Hein? La dernière mise à jour du procès XRP a vu le demandeur s'opposer à la réponse du défendeur à la demande d'ordonnance de protection de la SEC dans le différent RFA. La commission fait valoir que les demandes d'admission du défendeur RFA sont trompeuses à plusieurs égards, rétablissant sa position lourde. Encore une fois. La SEC répète encore une fois l'argument lourd. La SEC a cité les amendements du comité consultatif de 1970 à la règle 36, notant que le tribunal devrait prononcer une ordonnance de protection approprié lorsqu'une partie se voit signifier des appels de demande volumineux qui sont indûment contraignants. Ok, bande de chevreuils. Le demandeur a en outre soutenu son argument en affirmant qu'un plaideur ne devrait pas signifier des appels de demande pour couvrir toutes les questions d'une affaire complexe, conformément à la règle. La SEC a déclaré que quelle que soit la nature complexe, importante ou médiatisée de l'affaire, les défendeurs ne sont pas autorisés à charger le demandeur d'un nombre écrasant d'appels de demande. Oh my God, regarde-moi cet argument de merde. Oh my God, j'arrive pas à croire que la SEC, cette agence, avec ce genre d'avocats, peuvent dire ce genre de phrase. La SEC a déclaré que quelle que soit la nature complexe, importante ou médiatisée de l'affaire, les défendeurs ne sont pas autorisés à charger le demandeur d'un nombre écrasant d'appels de demande. Mais c'est quoi ce bordel? Mais je suis en train de rêver là. Mais je suis en train de rêver. Quelle que soit la nature complexe, importante ou médiatisée. Donc, même si l'innovation, même si les États-Unis sont dans la merde, ils en ont rien à foutre. Fuck that. Nous, on reste qui on est. Et les défendeurs ne doivent pas nous charger avec des appels de demande. Là, on parle d'une sécurité nationale. Là on parle d'une affaire nationale. On parle de toutes les États-Unis. Là. La commission, j'ai pas de mots, mais anyway. La commission a en outre classé les appels de demande comme abusifs, déraisonnables et oppressifs. Comme d'habitude, ce n'est pas étonnant. Bon. Aucun des cas cités par les défendeurs ne soutient la proposition selon laquelle un tribunal peut refuser une ordonnance de protection simplement parce qu'une affaire est complexe, factuelle, implique une question de politique importante ou a suscité un intérêt public important. Leurs cas sont simplement ceux où un tribunal a jugé que le fardeau de répondeur aux appels de demande était raisonnable dans les circonstances. Position des RFA non pertinente et duplicata de la SEC. La SEC s'est opposée à la demande du défendeur concernant la nature essentielle et incontestée des appels de demande, les qualifiant de malhonnêtes. Ah, ok, c'est Ripple qui est malhonnête. Ok. Le défendeur a fait valoir que les appels de demande soulèveront des objections de non-pertinence, car les faits qu'ils cherchent à établir n'établiront aucun moyen de défense viable sur lequel un jugement pour le défendeur pourrait être fondé. Arrête de parler pour nous. Donne-nous ce qu'on veut. Comme nous, on te donne ce que tu veux et laisse-nous faire notre défense. Ne parle pas de notre défense parce que tu n'as aucune idée qui est dans notre défense. La SEC a noté que les appels de demande ne sont pas seulement non pertinents, ils sont également contestés et répréhensibles et qu'il est donc peu probable qu'ils aboutissent à des aveux utiles. Enfin, la SEC a affirmé que les RFA des défendeurs sont cumulatifs et redondants, car Ripple a récemment fourni à la SEC des rapports d'experts qui traitent les mêmes problèmes que leur cinquième et sixième ensemble de RFA. Le demandeur a fait valoir cette position en vertu de la règle 26B2 qui autorise une ordonnance de protection si les RFA sont déraisonnablement cumulatives et font double emploi avec une autre forme de preuve admissible. Putain de merde. C'est incroyable. Ils abusent. Wallah, ils abusent là, ici. Ils abusent. Ils abusent, man. Ils abusent. Mais anyway, on voit ici le 14 octobre, là.
C'était la journée de la SEC avec leurs conneries. Mais on voit même ici les articles, hein, les blogs, ils sont réveillés, hein, trompeuses. Euh, on voit ici, voilà, ils ont changé les mots maintenant avec encombrant, non pertinent, duplicata. Encore une fois, l'argument lourd. Tu vois, les gens sont réveillés. Mais la SEC continue à faire ce qu'elle fait pour de vrai. C'est abusé. C'est abusé. C'est très, très abusé. Ici, on voit Latinx et Ripple co-responsable Ashia Najafian sur l'authenticité dans l'identité. Donc ici, je vais pas le lire, c'est juste un truc, voilà. Latinx, truc de femme, je sais pas quoi là. Euh, yeah, c'est juste. Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux ici là? Ouais, c'est ça. C'est juste les employés à l'intérieur de Ripple, comment ils parlent, blablabla. Anyway, on avance. Un autre truc. Et le 16 octobre 2021, procès XRP, la SEC vise à faire en sorte que XRP saute le taureau avec un appel d'extension de découverte d'experts. La dernière mise à jour du procès XRP a vu la SEC déposer une lettre demandant à la Cour de prolonger la date limite du rapport de réfutation d'experts au 12 novembre 2021. Là, on parle le 16 octobre 2021 et on a déjà repoussé ça au 15 octobre 2021. Maintenant, on a quoi? On a le 12 novembre 2021. Non, euh, non, à la Cour de prolonger la date de rapport de réfutation expert au 12 novembre 2021 à la date limite de découverte d'experts au 14 janvier 2022. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc, la date limite, c'est le 14 janvier 2022. À partir de l'ancienne date du 12 novembre 2021, le demandeur a noté que la prolongation allouera aux deux parties suffisamment de temps pour préparer des rapports de réfutation et déposer un minimum de 14 témoins d'experts. Non, 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 non. Non, non, non. Le demandeur a noté que la prolongation allouera aux deux parties. On veut pas, nous. Nous, on veut pas. Nous, on peut gagner maintenant. Nous, on peut gagner aujourd'hui même le 18 octobre. Maintenant, on peut finir avec toi. Mais c'est toi qui veux l'extension. Arrête de parler pour nous, salope. Arrête. Arrête de parler pour nous. Arrête. Arrête. Non. Donne-nous les documents qu'on veut. Donne-nous les emails qu'on veut. Donne-nous la chaîne de courriel qu'on veut. Donne-nous ce qu'on veut. Et on va te niquer aujourd'hui même. Il n'y a pas d'extension. L'extension, elle est là pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Il n'y a rien d'autre que tu vas trouver parce que si tu veux vraiment trouver quelque chose, tu l'aurais déjà trouvé pendant ces 9 mois-là, pendant ces 10 mois-là, pendant ces 8 ans, t'as rien. Donc, un mois de plus ne va rien te faire. Et j'espère vraiment que la juge va dire non cette fois-ci parce que déjà deux extensions qui ont été données. Deux putains d'extensions. OK? Ripple s'oppose à l'appel à l'extension dans la SEC pour sauver XRP d'une course d'ours isolée. Tout en consentant à la prolongation de la date limite du rapport de réfutation jusqu'au 12 novembre, Ripple s'oppose à la date limite du dépôt du 14 janvier pour éviter que l'affaire ne s'étire suffisamment longtemps pour XRP rate complètement la course haussière. Bien sûr, man. Mais bien sûr. XRP n'a jamais raté un bull run. Ils ne peuvent pas rater XRP le bull run. Et XRP, s'il fait ce bull run-là, il va se positionner sur un support de malade pour attendre le règlement d'ici début de l'année prochaine pour une explosion de malade. C'est fait exprès tout ça. C'est fait exprès. De plus, Ripple a également l'intention de déposer une opposition à cette requête par lettre le 18 octobre 2021. Donc aujourd'hui, ils vont déposer une lettre pour s'opposer à cette extension le 14 janvier, pour le 14 janvier 2022. La SEC a proposé un compromis à Ripple, préparant la prolongation de la découverte d'experts jusqu'au 22 décembre. Mais la défense a également rejeté cette offre. Ripple fait valoir que la prolongation aurait probablement un impact sur le calendrier des séances d'information pour les requêtes en jugement sommaire. Après le 10 décembre 2021, les vacances de Thanksgiving commenceront, la saison des vacances. Donc, t'as les vacances, t'as plein de conneries, les choses peuvent retarder les choses. Ah, ça va être le bordel pendant cette date-là, surtout pour les appels, pour les trucs conférences. Non, c'est aucunement dans le calendrier. La SEC soutient l'appel d'extension avec des requêtes en instance. La SEC objecte que l'affaire est encore moins prête pour les requêtes en jugement sommaire. L'affaire, elle est prête si toi, la SEC, tu donnes tout ce qu'on te demande. L'affaire, elle est prête depuis le jour numéro 1. Mais c'est toi qui fais tout dans ton pouvoir pour que l'affaire ne soit pas prête. Et pour que tu continues à ajouter des extensions de merde qui ne servent à rien. Donc,
L'affaire, elle est prête. Mais ce qui me met en suspense un peu, c'est que la juge pourrait dire oui à cette extension parce que elle va se dire, j'aimerais pas être la juge pendant la cour, pendant que je suis en train de trancher les choses. Ah, tu ne peux pas trancher, tu ne peux pas juger parce qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour bien analyser les choses. Donc la juge pourrait dire, you know what, c'est un peu risqué, tiens, je te donne une autre extension. Elle peut le dire. Elle peut le dire, mais j'espère qu'elle ne va pas le faire. Je l'espère parce que ça va trop tarder. Et avec ce qui se passe, ISO 222 l'année prochaine, etc., les choses ne peuvent pas continuer pour une autre année. Ça ne fait aucun sens. Car la découverte d'experts a commencé avec un dossier factuel incomplet. La commission a noté que le 1er septembre 2021, le juge d'instance NetBurn a accordé la requête de la SEC pour obliger Ripple à produire certains messages instantanés parmi ses employés. Mais Ripple n'a pas terminé sa production de documents réactifs et n'a fourni aucun calendrier par lequel il sera achevé. Parallèlement à la découverte incomplète d'une requête accordée, le demandeur déclare que les parties ont un total de 4 requêtes de découverte en instance devant le juge d'instance NetBurn. Le demandeur prétend que même si une requête est accordée, les parties auront besoin d'une prolongation supplémentaire pour procéder à la découverte. Donc, bien sûr, il y a des choses en suspens. Tu as la SEC aussi de son côté, elle a des choses en suspens. Donc, cette extension pourrait être ajoutée. Mais j'espère que non. J'espère que non. J'espère que non. Si le juge d'instance NetBurn accorde l'une des requêtes en instance pour contrainte, au minimum, les parties auraient besoin de plus de temps pour examiner et produire les documents en cause. La prolongation proposée par la SEC est juste et raisonnable dans les circonstances et devrait être accordée par un motif valable. Donc, il faut un motif valable. C'est ça le motif de la SEC. Maintenant, Ripple, elle s'oppose à cette extension. On va voir qu'est-ce que la juge va dire. C'est un stress, un putain de stress. S'ils ajoutent ça, on est gagnant, on reste gagnant, on s'en fout. C'est juste que pour XRP, l'explosion qu'on attend, ben, elle sera retardée. Aussi simple que ça. Mais XRP va suivre les choses. Je vous le promets. XRP va suivre le bull run. XRP va suivre le market. XRP n'a jamais raté le market, le bull run. Jamais, jamais, jamais. OK? Ici, on voit le 16 octobre encore, Ripple a transféré 33,8 millions de dollars à UOB au cours des 2 dernières semaines, après lui avoir alloué 100 millions de XRP. Donc, 16 octobre, 33,8 millions de dollars à UOB. Quand il y a ce genre de transfert, il y a quoi? Il y aura un mouvement qui va se passer. Est-ce que ce sera un dump ou un pump? I don't know. Mais quand il y a ce genre de transfert, il y a toujours un mouvement qui va se passer. OK? On avance. Ici, on voit procès XRP. La SEC répète l'argument des documents privilégiés comme un disque ré. Et ça aussi, c'est le 16 octobre. Tu vois? Même les blogs ici, ils comprennent. Ils savent que la SEC dit n'importe quoi. Elle répète les mêmes mots comme un disque ré. Elle n'a rien d'autre à dire à part le DPP. OK? Après avoir frappé la tête la première dans le différend sur le DPP, la SEC a continué à affirmer sa position de document privilégié. Le dernier développement du procès XRP a vu la SEC soumettre une version rédigée des 3 documents supplémentaires demandés par Ripple pour examen à huis clos sur le registre public. La commission a également présenté une explication de ces affirmations de privilège pour tous les documents que le demandeur avait soit expurgés, soit retenus en les enregistrant comme privilégiés. La SEC affirme la protection en vertu des DPP et la non-pertinence des documents. Donne-nous les documents et laisse-nous juger sur la non-pertinence ou la pertinence des documents, salope. Sérieusement, là, tu m'énerves, là. La SEC a rétabli sa position privilégiée, notant que les documents sont prédécisionnels et délibératifs et donc protégés par le privilège du processus délibératif. Le plaignant a affirmé que le tribunal ne devrait pas désarmer le privilège de la SEC, car les documents supplémentaires ainsi que les documents de la SEC du 14 septembre déposés par la commission en vertu de l'annexe A sont tous deux protégés en vertu du DPP. Et la découverte découragera davantage les employés du gouvernement de véritables délibérations concernant les réglementations cryptographiques. De plus, la commission affirme que les documents sont également sans rapport avec les réclamations de la SEC et les objections des défendeurs. On va y dire ici, plus tôt ce mois-ci, la Cour a accordé l'appel de Ripple du 24 septembre demandant l'ajout de 3 documents par la SEC pour examen à huis clos. Ces documents comprennent les 2 documents relatifs aux réunions de la SEC avec des cabinets d'avocats le long de la piste de courriel électronique concernant les discussions avec un tiers qui a reçu des conseils de la SEC pour analyser son actif numérique dans le cadre énoncé dans le discours Hinman du 14 juin 2018. Et ça, là, les gars, c'est ce qui fait peur à la SEC.
Déjà, elle doit donner les documents qu'on attend sur BTC, XRP, Ethereum. Elle doit nous donner des emails qu'on attend depuis le milieu de l'année 2021. Et en plus de ça, on attend les documents relatifs aux réunions de la SEC avec des cabinets d'avocats. Hein? Donc, la SEC a peur. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de sortir le DPP. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de répéter les mêmes mots. C'est pour ça qu'elle veut ajouter l'extension. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Elle a peur. Elle a peur et elle continue d'avoir peur. La SEC est dans la merde. Nous, on le sait parce qu'on a fait nos devoirs. Elle est dans la merde. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle ne sait même pas c'est quoi le truc. Maintenant, nous, il faut que la juge soit réveillée. On sait qu'elle est déjà réveillée. Et la juge doit mettre un terme à ce cirque. Non, c'est non. Ou bien vous trouvez un règlement entre vous deux, ou bien tu respectes les fucking dates. Aussi simple que ça. La juge doit parler ici. La juge doit dire quelque chose. La juge doit fucking faire quelque chose parce que si on fait qu'ajouter des extensions, ben tout ce bordel ne sert à rien. Tout ce qu'on a vu sur les CBDCs et tout le calendrier que les globalistes ont mis en place, level playing field ne sera pas respecté à cause d'une agence. C'est impossible, c'est illogique. À cause d'une agence, le monde entier ne va pas respecter les dates. Mais ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens, c'est illogique. C'est pour ça qu'il y a quelque chose derrière tout ça et les choses vont changer en un clin d'œil, à mon avis. Ok? Donc ça, c'est la nouvelle, vous le savez tous. Je vais faire une vidéo sur ça pour faire la connexion avec le Digital Dollar Foundation et le Digital Pound Foundation. Comme quoi, je l'ai déjà fait sur le Discord, donc allez-y sur le Discord si vous n'êtes pas dans le Discord déjà. J'ai déjà fait la connexion comme quoi c'est huge tout ça et comme quoi l'Angleterre va utiliser Ripple pour le CBDC. Les États-Unis vont utiliser Ripple pour les CBDC. Le Japon va utiliser Ripple pour les CBDC. La France va utiliser Ripple pour les CBDC. Ok? Donc j'ai fait quelques tweets sur Twitter la semaine passée. Allez voir. Mais là, on va parler de la nouvelle le 14 octobre 2021. Ici, on voit aujourd'hui Ripple est ravi d'annoncer qu'il rejoint la Digital Pound Foundation, un organisme à but non lucratif axé sur le développement et la mise en œuvre d'un livre numérique au Royaume-Uni. Ripple, en tant que membre de la Foundation, sera représenté au conseil d'administration par Susan Friedman, responsable des politiques. La participation de Ripple à la Fondation poursuit notre travail en cours impliquant les banques centrales du monde entier sur les questions techniques et les politiques liées aux monnaies numériques des banques centrales. Ah, vous rappelez les recherches qu'on a fait avec la Banque d'Angleterre, hein? Et la connexion de Ripple, comme quoi Ripple a aidé la Banque d'Angleterre à améliorer le RTGS payment. On a vu la connexion avec Currency Cloud. On a vu la connexion avec Airport. On a vu exactement Ripple connecté avec énormément de compagnies en Angleterre. On a vu le Mark Carney, le gouverneur, qui cherche une monnaie numérique sans juridiction neutre, blablabla, qui remplacera le dollar américain, blablabla. Donc, et on voit ici Ripple, membre du Digital Pound Foundation, et on voit ici aussi Ripple connecté avec le Digital Dollar Foundation. Pourquoi je dis ça? Parce que Giancarlo, l'ancien CFTC, il dit que XRP ce n'est pas une sécurité. On sait que, comment il s'appelle? Harris, c'est une femme qui travaille chez Ripple. Elle est un membre du Digital Dollar Foundation. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça nous dit vraiment que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis rouleront sur Ripple concernant les CBDC. Même chose pour l'Angleterre. Donc, avec toutes les recherches que je vous ai présentées dans mes anciennes vidéos, les live streams, les connexions, etc., ben, tout devient officiel, tout devient de plus en plus clair ici. OK? Donc, Ripple pense que le Royaume-Uni est depuis longtemps à l'avant-garde de l'encouragement de l'innovation et de la croissance responsable dans l'espace des cryptoactifs. London is ready. Et le développement du livre numérique est propre et le prolongement logique de ce travail. Nous sommes ravis de soutenir la conception et la mise en œuvre d'un livre numérique en partenariat avec la Digital Pound Foundation. C'est non seulement Ripple, mais tu as Quant aussi, tu as Electroneum aussi, et tu as un autre truc aussi. Donc, ça, on est bon, on est bon. Tu es dans Ripple, tu es investi dans Ripple, c'est bon. Tu es dans Quant, tu es investi dans Quant, c'est bon. Tu es dans Electroneum, tu es investi dans Electroneum, c'est bon. Tu es dans les trois, c'est encore merveilleux. C'est magnifique, c'est ce que tu dois te mettre en tête. La Fondation pense que le livre numérique soutiendra la transition du Royaume-Uni vers une économie et une société numérique innovante. Chaps, vous savez Chaps, c'est comme Tips de l'Europe, mais Chaps, qui est là-dedans? Un membre exécutif de Ripple et travaille dans Chaps. Donc, on va pas parler de Task Group, on va pas parler de plein d'autres trucs qu'on a parlé, tu vois.
Définir l'avenir de l'argent. Aujourd'hui, plus de 80% des banques centrales explorent activement une forme de crypto-monnaie adossée à des souverains, y compris les CBDC. La Banque d'Angleterre s'efforce activement de relever les défis pratiques et technologiques de la conception, de la mise en œuvre et de l'exploitation du livre numérique qui pourrait jouer un rôle important dans l'élargissement de l'accès à la monnaie de la Banque centrale par les ménages et les entreprises. La Banque d'Angleterre a également reconnu que l'évolution du paysage des paiements numériques offre le potentiel de paiement plus rapide, moins cher, durable et plus efficace avec une grande fonctionnalité. Et là, on parle du XRP Ledger et on parle de XRP comme bridge currency. Bam, 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 bam. Ici, on voit Ripple mène la course mondiale vers l'adoption des CBDC. Le mois dernier, Ripple a annoncé un partenariat avec la Banque centrale du Bhoutan, le Royal Monetary Authority, pour piloter en cas d'utilisation des paiements de détail transfrontaliers de gros avec une Gultrum numérique utilisant sa solution CBDC. Le partenariat aidera Bhoutan à améliorer, ça on l'a vu là, je vais pas le relire, mais ça commence déjà. Et si Ripple est connecté vraiment à 100% avec l'Angleterre, alors soyez sûr que l'Angleterre choisira Ripple pour créer leur CBDC. Même chose avec les États-Unis, même chose avec le Japon, même chose avec l'Allemagne, même chose avec la France, même chose avec le G7 au complet. L'Italie aussi si tu veux. OK? Donc, mettez bien ça dans la tête. C'est merveilleux. C'est magnifiquement bon. Je sais que vous le savez déjà là, mais voilà. J'étais pas là pendant la semaine, donc j'ai pas pu en parler. Mais j'ai fait une recherche de malade concernant ça sur le Discord, dans le salon XRP. OK? Donc ça c'est une nouvelle. Ça c'est le 17. Ah, c'est aujourd'hui. Commence demain. Découvrez la grande gamme de conférenciers sur DC FinTech Week 2021 que nous co-organisons cette année. Donc, ça vient de BIS. Et regardez qui est là. Hein. Lui, là, le gros là. Tu as même la femme de IMF. Tu as Gary Gensler. Tu as Brad Garlinghouse est là aussi. Cheese. Donc, ça commence aujourd'hui. Tu as même le gars du Japon. Ça commence aujourd'hui. C'est sérieux là ici. Donc, c'est le fait que Brad Garlinghouse est là avec Gary Gensler. Hey, hein. J'espère que Brad Garlinghouse va lancer quelques points forts à Gary. C'est à voir. Donc, je ne sais pas c'est à quelle heure. Il est 1h35 ici chez nous, donc 2h35 chez vous en France. Là-bas, c'est 2h35, donc il est juste 9h du matin. Je ne sais pas à quelle heure ça va commencer, mais on va cliquer ici pour voir. On va essayer de join, si ça a commencé maintenant. Ah, je dois aller dans mon email là. Ok. Cloud. Désolé la famille, on le fait ensemble juste pour voir si ça commence immédiatement. Ah, toi aussi là. 464 758. Ouais, c'est fié. Voilà, c'est lui. Login. Je pense que ça a commencé. Je pense que ça a commencé aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui, mais je pense que ça a commencé. C'est 9h du matin. Ces gens-là commencent toujours tôt. Hein. Ils commencent pas l'après-midi. Donc, ah, man, create an account. Ok, je dois créer un. Anyway, vous devez créer un compte et tout ce bordel. Ça a commencé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça va durer 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais. Ici, on voit les interventions sur l'or seront-elles un sujet de discussion. Donc, ici, on va parler de money markets, tradable instruments, forex, gold services, asset management. Euh, Yeah. Et si Brad Garlinghouse est là-dedans, donc ça veut dire qu'il a un mot à dire. Hein. Donc c'est intéressant. Anyway, allez sur mon Twitter. Allez sur mon Twitter, cliquez sur le lien, ouvrez un compte et commencez à regarder le truc. Hein. Donc c'est à voir. Sinon, on avance ici. On voit ici David Schwartz. Il dit un truc. Alors, Satoshi peut-il extraire 2 millions de bitcoins supplémentaires? Il l'a fait une fois. Donc ici, ça parlait de comme quoi. Bah, on va lire ici ensemble. Euh,
Ripple contre la SEC. Solution simple. Si tous ceux qui défendent Ripple prétendent qu'ils n'ont pas acheté du XRP en tant que sécurité, mais en tant que devise, alors il ne devrait avoir aucun problème à ce que Ripple soit réglementé et obligé de verrouiller la valeur du XRP à dollar comme une banque centrale. Donc ça vient de ce gars-là. Là, lui, il dit, c'est ce que j'appelle la solution de la sagesse du roi Salomon. Tout XRP, tous les titulaires XRP veulent signer une pétition pour le soutenir. Ici, on voit David Schwartz, il dit comment Ripple pourrait-il verrouiller la valeur du XRP? Et là, il dit parce que personne ne peut verrouiller la valeur de XRP, ça se fait pas. Ils peuvent faire ce que Tether fait, imprimer davantage ou acheter des excédents. Tu sais quoi? Oublie Tether. Faire ce que font fondamentalement tous les systèmes de points de fidélité. 1000 aériens sur mesure pour stabiliser la valeur de la volatilité induite par les spéculateurs. Et là, David Schwartz, il répond comment Ripple pourrait-il convaincre quelqu'un d'autre que ce nouveau XRP existe? Pensez-vous que Ripple a le droit légal de dire aux échanges qu'il y a plus de XRP? Quel mécanisme précis imaginez-vous? Donc là, il essaie de mettre les gens en erreur. Plus aucun XRP ne peut être créé. Voilà, aussi simple que ça. Ce n'est pas du Bitcoin. Mais si on revient en arrière, il dit que David Schwartz, il l'a dit, c'est vrai, il l'a fait une fois. Attendez. Ah, je l'ai perdu là. Je peux juste aller ici. C'est que il a dit, il a écrit là ici, là, il a dit David Schwartz, voilà. Parce qu'il n'y a aucun XRP qui peut être créé. Il n'y a rien d'autre. Rien, rien, rien. L'algorithme, les choses ont été faites spécialement pour qu'il n'y ait aucun XRP qui se fait ajouter. Il y a 100 milliards, ni moins ni plus. Mais avec Satoshi, avec Bitcoin, etc., il peut extraire 2 millions de Bitcoins supplémentaires. Il l'a fait une fois. Il l'a déjà fait. Donc, s'il l'a fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Ethereum aussi. Hein? Donc, il y a beaucoup de coins. On pense qu'ils sont décentralisés, on pense qu'ils sont rares, on pense et on pense et on pense. Et à la fin, c'est XRP qui est rare, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Ici, ouais, c'est tout. Donc là, ça fait déjà 1h16, les gars. Je vais arrêter ça maintenant parce que ça devient ridicule. Ça devient très, très ridicule. Mais je pense que le truc le plus sérieux aujourd'hui, c'est vraiment ça. Suivre ça. Bank of International Settlements, ça vient de BIS. Brad Garlinghouse est là-dedans. Gary Gensler aussi est là-dedans. Donc, ça sera intéressant. Et il y a même Giancarlo, le gars de Digital Dollar Foundation aussi, il est là. Donc, ça sera très, 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 très intéressant aujourd'hui. J'ai hâte de voir les choses. Donc, voilà la famille, une vidéo de 1h16. J'avais pas le choix de trop parler. J'ai trop parlé, je me suis trop répété. J'ai dit trop de choses par rapport. Je suis désolé, j'ai mal articulé, j'ai mal expliqué. Je suis désolé parce que ça fait une semaine. Quand tu sors de ça, je te jure, on dirait que c'est la première fois que tu fais des vidéos. Encore une fois, les gars, j'espère que ça va être instructif pour vous. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je reviens demain pour une autre vidéo statique. Sinon, demain, peut-être je ferai un live stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord, concernant Electroneum ETN. OK? Donc, la famille, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon début de semaine. C'est une vidéo de 1h17. Passez la soirée dessus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous, bisous à la famille. One love. Bye.